Ok, voyons voir. Heure du décès, 17h32. Cause du décès. Indigestion de chocobon. Encore une. Ah! Ah! Vous êtes qui au juste? Et vous foutez quoi chez moi d'abord? T'es vivante, toi? Oui, je faisais une petite sieste. Tu parles d'un sommeil lourd. Ah ça, qui le dites-vous? Un vrai loir. Surtout quand j'ai le ventre plein. Tu me reconnais pas? Alors honnêtement, les soirées déguisées, les partous d'Halloween, tout ça, moi j'ai un peu passé l'âge. C'est ça, ouais. Oui, bon, c'est vrai, c'est surtout que j'ai plus le temps. Je suis une adulte responsable et occupée, moi, maintenant. Bah, il serait temps. Attends. Hé! Une minute. Comment est-ce que vous connaissez mon âge? Alors, tout d'abord, ça t'apprendra à étaler ta vie sur les réseaux sociaux. Boomer. Et deuxièmement, je suis la mort, Poulette. La mort? Eh ouais. Alors, no offense, hein, mais je vous imaginais pas du tout comme ça. Et tu m'imaginais comment, au juste? C'est pas comme si on s'était déjà croisés, toi et moi. Certes, mais on vous voit littéralement partout. Partout. Bah ouais, par exemple, dans l'histoire des arts. Parce que je sais pas si vous savez, mais c'est un peu mon dada, en fait. Rappelle-moi en quoi c'est censé m'intéresser. Attendez, je vais vous expliquer. Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode spécial Halloween, le retour. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça m'avait manqué parce que j'adore tout ce qui touche à l'horreur. Je suis vraiment obligé de rester parce que j'ai du boulot, moi, en fait. Mais si, vous allez voir, ça va être sympa. Au XIVe siècle, l'épidémie de peste qui sévit en Europe décime pas loin d'un tiers de la population. En comparaison, le Covid, c'est un petit joueur. Bref, la mort devient omniprésente dans la vie des gens et donc dans les représentations artistiques. Les artistes vont alors chercher, dans les textes religieux et dans les poèmes de la tradition orale, des histoires et des thèmes leur permettant de représenter la grande faucheuse. Le but de ces représentations est pluriel, mais globalement, on y retrouve une idée commune. La mort ne discrimine pas. Elle touche les riches comme les pauvres, les puissants comme les mendiants, les jeunes comme les vieillards, les vertueux comme les pécheurs, ainsi que les mangeurs de chocobons. Bref, un des thèmes mortifères les plus représentés est celui de la danse macabre. On pense que les danses macabres trouvent leur origine en France. En tout cas, elles deviennent très populaires durant la deuxième moitié du XVe siècle. Elles sont généralement peintes, plus rarement sculptées, sur les murs extérieurs des cloîtres, des charniers ou des ossuaires, ou à l'intérieur de certaines églises. Sur ces fresques, un cadavre décharné, voire carrément un squelette, est couplé avec un représentant d'une certaine classe sociale. Le nombre de personnages qui apparaissent dans une danse macabre dépend surtout du lieu de sa création, parce que plus il y a de monde, plus il faut de place. La danse macabre prend le plus souvent la forme d'une farandole. En dessous ou au-dessus de l'illustration sont peints des vers. C'est la mort qui s'adresse à sa victime, souvent d'un ton menaçant ou accusateur, parfois empreint de cynisme. Puis suit la supplique du mourant, pleine de remords et de désespoir, mendiant la pitié. Mais la mort entraîne tout le monde dans sa danse. L'ensemble de la hiérarchie cléricale jusqu'au pape, en passant par les empereurs et les chevaliers, jusqu'aux voleurs et aux paysans, et même les enfants innocents. Viens pas toucher aux enfants, ces petits êtres innocents. C'est pas très cool ça, dis donc madame. Alors moi, sur mon contrat, c'est écrit noir sur blanc. Pas de discrimination. En effet, la mort ne regarde ni le rang, ni les richesses, ni le genre, ni l'âge de celles et ceux qu'elle fait rentrer dans sa danse. La mort est souvent représentée avec un instrument de musique. C'est une caractéristique qu'on retrouve dès les débuts de la danse macabre. L'instrument est là pour évoquer le côté séducteur, attirant, un peu diabolique du pouvoir d'enchantement de la musique. Et donc, de la mort qui nous attire à elle. La musique diabolique, mais c'est quoi ce délire encore? Bah oui, regardez les sirènes. There is nothing can console you but my jolly sailor boy. C'est pas faux. Sachez enfin que si on n'est pas sûr de l'origine des danses macabres, on en trouve une première évocation dans un Vado-Mori. Les Vado-Mori, ce sont des poèmes qui remontent jusqu'au XIIIe siècle, dans lesquels les représentants de classes sociales variées se plaignent qu'ils vont mourir.
Dans Le Répit de la mort, le poète Jean Lefebvre écrit « Je fis de macabre la danse, qui tout gens mène à sa trace, et à la fausse les adresse. » Alors de multiples interprétations de ces vers sont possibles, mais on pense que le poète qui les a écrits l'aurait fait alors qu'il venait de réchapper à la mort après une longue maladie. Et c'est là la trace la plus ancienne que nous possédons à l'heure actuelle du terme danse macabre. Intéressant, non ? Passionnant. Au Moyen-Âge, la danse macabre est conçue comme un avertissement pour les puissants et une source de réconfort pour les pauvres, un appel à tous à vivre une vie plus responsable, donc plus pieuse. Mais son motif de base est nettement plus intemporel. Avant toute chose, la danse macabre rappelle le caractère éphémère de la vie. Elle rappelle aux hommes qu'ils sont tous destinés à mourir, sans exception. Pala Morgulis. Fala Mongoles. Simple, clair, précis. Rien d'étonnant à ce que tous les siècles après le Moyen-Âge aient eu leur propre version de la danse macabre. À partir du XIIIe siècle, une autre représentation de la mort se trouve dans le dit des trois vifs et des trois morts. On ne sait pas trop quelle est l'origine de cette histoire toute simple. C'est l'histoire de trois vivants qui tombent nez à nez avec trois morts. Pas la peine de chercher, tout est dans le titre en fait. Les représentations évoluent beaucoup, mais la plupart du temps, on y voit trois nobles à cheval qui croisent la route de trois cadavres, parfois à différents stades de décomposition. Mais dans les livres d'heures, où on trouve souvent cette histoire illustrée, il n'est pas rare que les artistes prennent quelques libertés avec la représentation du thème, y ajoutant parfois une bonne dose de violence. On trouve aussi le dit des trois vifs et des trois morts représenté al fresco à l'intérieur des églises, souvent pour accompagner une danse macabre. Il faut dire que ces deux thèmes ont beaucoup de choses en commun. Ces deux genres artistiques présentent un dialogue entre vivants et morts, ainsi qu'une division des classes sociales. Ils rappellent aussi au peuple que tous les humains, même les plus fortunés, sont soumis à la mort. Et ce, grâce à un effet de contraste assez violent entre la magnificence des vivants et l'abomination des cadavres putrides. Bon appétit! Cependant, il existe une nuance importante entre les danses macabres et le dit des trois vifs et des trois morts. Dans les premières, le glas a sonné et tout le monde doit rejoindre la danse. En gros, il est trop tard pour se repentir. Tandis que, dans le dit des trois vifs et des trois morts, les Maccabées incitent les vivants à faire acte de contrition. À part dans quelques œuvres marginales où les artistes se sont lâchés et où les trois morts se mettent carrément à attaquer les vivants. Au bout d'un moment, les mises en regard que voulez-vous que je vous dise, ça devient lassant. Ce qu'on veut, c'est de l'action. Ouais, et on n'est pas dupes. On sait tous ce que tu veux dire quand tu parles d'action. Ne fais pas l'innocent, je sais très bien de quel thème on va parler ensuite, et c'est la jeune fille et la mort. Une représentation aux origines diverses qu'on retrouve notamment dans la mythologie grecque avec le rapt de Perséphone par Hadès. La jeune déesse ramassait des fleurs en compagnie de nymphes lorsqu'elle aperçut un narcisse et le cueillit. À ce moment, la terre s'entr'ouvrit et Hadès sortit des abysses pour enlever Perséphone. Le drama. Moi, j'aurais plutôt dit une préfiguration au concept d'Eros et Thanatos. C'est moi qui suis censée me la péter en utilisant des mots compliqués ici. Eros et Thanatos, donc. Bon, je vais pas vous faire un cours de lacanisme, pour la simple et bonne raison que j'en serais incapable. En gros, Eros, c'est l'amour dans ce qu'il a de sexuel. Oui, parce que je veux dire, ça a quand même donné érotisme. Et Thanatos, c'est la mort. Depuis longtemps, les artistes s'intéressent, consciemment ou non, à ce thème des relations et des oppositions entre le sexe, donc la vie et sa création, et la mort. Bien avant que la psychanalyse ne formule tout ça avec des tas de mots compliqués, on retrouve cette idée dans les danses macabres, où il y a souvent une jeune pucelle dans le cortège. Et donc à la fin du XVe siècle, ça devient un thème à part entière qu'on a appelé la jeune fille et la mort. Il connaîtra son point culminant chez les artistes allemands de la Renaissance. Ce rapprochement entre la sexualité et la mort est nouveau pour l'époque. Contrairement à ce qu'on voit dans les danses macabres, la jeune fille n'est plus entraînée dans une danse, mais dans un échange sensuel qui va s'érotiser avec le temps. Le texte qui accompagne les danses macabres disparaît car les œuvres n'ont plus un but didactique. Ouais, non, l'objectif là, c'est plus de dire qu'on a intérêt à bien se tenir, sinon, pompon cucu. Et moi, je crois que le chocolat vous est monté au cerveau. Alors certes, on perd en intensité dramatique, parce que l'idée que la mort vienne mettre en garde les vivants, ça pète la classe. Mais on gagne avec la jeune fille et la mort en intimité. Et ça aussi, c'est assez nouveau en art à cette époque.
Mais on n'oublie pas pour autant de faire la morale, ne vous inquiétez pas. La jeune fille et la mort sont là pour nous rappeler le caractère éphémère de la vie et de la beauté, notamment celle des femmes. Inutile de se perdre en vanité quand son corps, son visage et ses cheveux finiront en pâture pour les vers. Vous vous sentez même poète aujourd'hui, vous? Ah, il faut croire, hein. Comme pour les danses macabres, le thème de la jeune fille et la mort se retrouve dans des œuvres de toutes les époques. Il faut dire que plus le temps passe, plus les artistes s'autorisent à représenter la sensualité et la sexualité. Et puisqu'on parle d'art plus récent, la mort n'est pas un thème réservé à l'art du Moyen-Âge, loin s'en faut. Goya, par exemple. Ah oui, carrément, vous passez du Moyen-Âge au 19e, comme ça. Vous savez, c'est juste une vidéo YouTube, pas une thèse. Et puis je fais ce que je veux d'abord. Je disais donc, Goya par exemple s'intéresse aux relations entre l'art et le temps. Dans son tableau, il représente Saturne, dieu romain du temps, en train de dévorer l'un de ses enfants. Un oracle lui a dit que dévorer sa progéniture serait le seul moyen de conserver son pouvoir. Il y a de la rage, de la férocité dans cette œuvre, comme si Goya cherchait à nous dire que ce que fait Saturne est fou. On ne peut pas empêcher la course du temps. Non mais filez-leur du Prozac, hein, ça ira plus vite. Ce que Goya nous rappelle, c'est que, malgré ce qu'il a de mortifère, le temps est ce qui nous définit. Notre finitude est ce qui nous rend humains, contrairement à Saturne, ici quasiment représenté en monstre. Vous faites quoi là? Non, rien, je me suis dit que j'allais hurler à la mort. Votre bêtise n'a d'égal que ma lassitude. Bon allez, avouez que c'était la transition parfaite pour parler de Munch. Le cri, c'est juste l'une des œuvres d'art les plus connues au monde. Peut-être que c'est dû à l'universalité de son sujet. Plutôt que de représenter la mort, Munch choisit de représenter le hurlement, le cri d'horreur et de désespoir face à elle. Vous êtes sûr que c'est la mort qui provoque ce hurlement ou vous sortez ça de votre chapeau? Bah, personne n'est dans la tête de Munch, mais on a plusieurs indices qui nous permettent d'aller dans ce sens. La mort est un sujet qui fascine le peintre norvégien pour commencer. À l'âge de 13 ans, il est très marqué par la mort de sa sœur, qui décède des suites d'une tuberculose. Sa mère était morte de la même maladie quelques années plus tôt. Il y a de quoi être un petit peu traumatisé. Indice complémentaire qui nous fait croire que ce tableau parle bien de mort. Savez-vous que c'est une momie péruvienne qui a inspiré ce personnage aux traits vaguement humains? Ramenée par des explorateurs français en 1877, cette momie est dans une position qui fascine Munch quand il la découvre en 1889 au musée de l'ethnographie à Paris. 4 ans plus tard, il peint son célébrissime tableau. Alors certes, il peut uniquement s'agir d'une inspiration graphique. Munch a aimé la pose et l'a reprise pour son tableau, que beaucoup interprètent d'ailleurs plutôt comme un cri d'horreur face aux aberrations du monde moderne. Mais la solitude du personnage, l'angoisse psychique qui se dégage de la toile, font penser à beaucoup qu'elle n'est pas sans lien avec la grande faucheuse. Quoi de plus angoissant après tout que de savoir qu'on va tous mourir tout en ignorant ce qu'il advient de nous après la mort. Alors mauvaise nouvelle, je n'ai plus de Prozac. Mais il me reste ça, et je pense que vous en avez besoin. Pas encore, merci. Mais gardez-le sous le coude. Parce que le prochain artiste, c'est Francis Bacon. Franchement, qui est surpris que je parle de Bacon? Ah ah, j'en étais sûre! Alors comme ça, on regarde pas mes vidéos? Francis Bacon est un peintre obnubilé par la mort. Un peu comme Munch, il a une approche singulière, loin des allégories du Moyen-Âge. Lui, ce qu'il veut, et je cite, c'est peindre le cri plutôt que la mort. C'est complètement comme Munch, du coup. C'est pas un peu redondant, votre histoire? Non, Bacon, c'est Bacon. Il mérite d'avoir son propre segment de vidéo. Et puis au risque de me répéter, je fais ce que je veux. En 1944, il réalise une première version d'un de ses triptyques les plus connus. Étude de 3 figures au pied d'une crucifixion. On y découvre des personnages entre la bête et l'homme. Bien des parties de leur corps sont difficiles à identifier, sauf la bouche. La bouche avalée, la bouche au sourire carnassier, la bouche qui hurle. Le malaise est palpable. Laissez-moi deviner, c'est ça qui vous plaît. Oui. On voit bien ici le rapport de Bacon au corps humain. Pour lui, nous ne sommes que de la viande. Dans une interview, par exemple, il explique que lorsqu'il passe devant une boucherie, il est toujours surpris de ne pas s'y voir étalé là,
à la place de la viande. L'exomile nouveau est arrivé. Ce qui intéresse Bacon avec le thème de la mort n'est ni métaphysique ni spirituel. C'est archi concret en fait. Il s'intéresse à la putréfaction des corps, à cette matière organique qui s'épuise et disparaît. Les corps chez Bacon se délitent. Ils sont en déliquescence. Il y a toujours une tension entre les matières dures comme les os et les matières molles comme la chair, voire les matières qui sont en liquéfaction. Il a une fascination presque morbide pour notre condition organique finalement. Et je pense que c'est pour ça que de nombreuses personnes ressentent un sentiment de malaise devant ces toiles. Elles nous rappellent à notre condition de morceaux de viande ambulants voués à nourrir les vers. C'est terminé? Oui, Bravo. merci, merci, merci. Bravo pour le portrait parfaitement dégueulasse que vous avez dressé de ma personne. Mais vous devriez être flatté. L'histoire des arts est complètement obnubilée par votre personne. Et par conséquent, moi aussi. J'en suis ravi. Et maintenant, si ça ne vous fait rien, j'ai du boulot. Francis Bacon, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pourquoi pas Pierre œuf brouillé pendant qu'on y est? Non mais attendez, on n'a pas fait de selfie. Oh, bon. Tant pis.